On est avec Denis Jacob, porte-parole du syndicat de police alternative. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec nous. Karim Zerebi, ancien député européen. Bonsoir. Le général Bruno Clermont est avec nous. Évidemment, on va parler des commémorations. Bonsoir. On a le plaisir d'accueillir Laurence Espagnol-Larour. Bonsoir, vous êtes journaliste à Mon Quotidien. Je me suis absolument régalée en dévorant ce hors-série sur le débarquement. Je vous le recommande à tous parce que j'y ai appris énormément de choses. C'est pas réservé seulement aux plus jeunes. C'est quel âge à peu près le lectorat? C'est un lectorat familial. D'abord les enfants, mais après les parents. Et qu'ils puissent être lus avec les parents, les grands-parents, échanger autour de souvenirs, d'histoires, apprendre formidable ensemble. Le débarquement raconté en 80 photos, on va y revenir dans un instant. Geoffroy Lejeune est là, journaliste, évidemment le patron du JDD, merci d'être avec nous. Éric Revel, ancien journaliste. Enfin non, journaliste, en fait, il n'y a pas d'ancien journaliste. Non, c'est parce que voilà, c'est pas ancien combattant. En matière. Non, mon cher Éric, on est tous des journalistes et on est très contents de l'être. On va écouter un vétéran américain, puis je vous passe la parole, parce qu'ils sont évidemment là avec les Britanniques et les Canadiens. Ils seront là demain sur Omaha Beach. Sans les Américains, sans les Anglais et les Canadiens. Et c'est sûr que voilà, quand on va faire le rapport entre le nombre de soldats alliés et le nombre de soldats français, il est déséquilibré et pour cause. Écoutons ce soldat américain, ce vétéran américain. Vous voulez y retourner? Oui, je veux revoir la plage. Était-ce important pour vous de revenir? Absolument. Si vous aviez 101 ans, vous voudriez revenir également. Terrible. Certains de nos jeunes camarades ne sont jamais arrivés sur la plage. C'était si terrible que nous avons dû leur passer dessus pour arriver sur la plage. Voilà à quel point c'était terrible. Vous vous en souvenez encore très bien? Ah oui, croyez-moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Aviez-vous peur? Je me réveille parfois la nuit en y repensant. Voilà, Robert Gibson, 101 ans, Denis Jacob. Pareil, il dit, voilà, il faut y aller. C'est des propos qui sont toujours émouvants, effectivement, qui sont empreints d'une très grande humilité. Ça, c'est à souligner. Ils ne se gargarisent pas d'être des héros. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Et puis, ça nous ramène quand même à l'essentiel, c'est-à-dire au devoir de respect. Et dans une société tellement tendue actuellement, où tout le monde s'invective, s'agresse, peut-être pas oublier que nous avons des milliers et des milliers d'hommes, de jeunes hommes, qui sont morts pour que nous vivions en liberté, que nous puissions avoir la liberté d'expression, et que certains feraient mieux aussi de se le rappeler à l'heure où nous vivons. Voilà, ça serait pas mal. Vous avez raison. Éric va évoquer aussi ce grave accident ce matin à La Rochelle, en Charente-Maritime. Une automobiliste de 83 ans a percuté un groupe de 12 enfants qui étaient à vélo. Ils se rendaient depuis leur centre aéré vers un parc pour une course d'orientation. Au moins 7 d'entre eux sont très gravement blessés, 2 en urgence extrême, 2 en urgence absolue. Les enfants étaient accompagnés de 2 personnes. Ils sont âgés de 7 à 11 ans et ils portaient tous l'équipement de sécurité, mais ça n'a pas suffi évidemment face à une voiture. On va écouter le témoignage d'un habitant qui a assisté à l'accident. J'étais dans mon jardin, j'ai entendu un choc effroyable et puis j'ai levé la tête, j'ai vu une voiture jaune qui a percuté une voiture juste devant chez moi et j'ai vu des vélos voler, j'ai 1 ou 2 vélos voler avec une petite fille qui est tombée plus loin et je suis sorti tout de suite et donc là, j'ai vu les dégâts avec tous les enfants au sol. Voilà. Puis les vélos tordus, des gens qui criaient. Puis j'ai appelé la police et puis les pompiers. Et la personne qui a percuté a continué sa route. Et a été arrêtée un peu plus loin, mais à 150 mètres, 200 mètres. Là. Oui, elle n'a pas freiné. Terrible, terrible. Ça relance évidemment, Denis Jacob, le débat sur les permis de conduire, repasser le permis de conduire régulièrement à partir d'un certain âge. Voilà. Est-ce qu'il faut en arriver là ? C'est un vrai sujet, effectivement. Alors, c'est une affaire malheureuse qui va relancer le débat là-dessus, mais je pense effectivement qu'il faut trouver des mesures qui permettent de vérifier si, à partir d'un certain âge, la personne a toute l'aptitude pour conduire. Moi, je suis personnellement concerné, décidément, à chaque fois que je viens vous voir, j'ai toujours une anecdote, mais j'ai quelqu'un de ma famille qui a 95 ans, qui conduit toujours, et on a fait valoir auprès de son médecin qu'elle n'était plus vraiment en capacité, et son médecin considère que si. Ouais. Et donc on ne peut rien faire. Donc là, il faut voir si l'autorité préfectorale peut aller au-delà d'un avis médical. Enfin, il y a des situations où on a des personnes âgées qui ne sont plus en mesure de conduire, et il faut
pour elle-même, mais surtout pour autrui, quoi. Enfin, je dirais malheureusement, elle se tue. C'est dramatique, mais elle se tue. Mais si en plus elle tue d'autres personnes, comme c'est le cas à La Rochelle, il faut poser la question du contrôle médical des personnes à partir d'un certain âge, comme c'est le cas pour les chauffeurs poids lourds. Hein, qui eux ont des visites obligatoires. Eric, on va continuer. On va parler d'un autre accident, mais cette fois dû à un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Clamart, avec un automobiliste qui est mort. Il a été percuté de plein fouet par la voiture d'un jeune délinquant de 14 ans. Voiture volée, bien sûr. Le délinquant avait un vrai passif judiciaire. Il avait été notamment reconnu coupable en décembre dernier de vol avec violence. On va écouter là aussi des témoignages de la colère des habitants de Clamart, en fait, parce qu'ils réalisent bien ce qui s'est passé en réalité, qu'un homme est mort à cause d'un refus d'obtempérer. Ça me semble absolument stupéfiant que dès 14 ans, il y ait un refus total de l'autorité. Donc effectivement, il faut dès le plus jeune âge montrer les limites pour que les gens comprennent. C'est vrai que les parents ils se posent des questions. Il faut élever mieux ses enfants. Il y a un problème de société. C'est un problème de société. Société, mais pas seulement. Il y a aussi le fait que les policiers, là, pratiquement n'osent plus intervenir sur les refus d'obtempérer, Denis Jacob. Mais moi, je suis scandalisé par cette affaire, parce que, d'ailleurs, j'avais mon collègue qui était sur votre plateau hier, et je vais être redondant, je vais dire exactement la même chose parce qu'il faut le dire. De ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on a un mineur de 14 ans qui était sous contrôle judiciaire, qui a des antécédents, qui est au volant d'une voiture volée, qui va tuer un automobiliste d'une trentaine d'années. 34. Personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle. Les médias en parlent, mais il n'y a pas de montée en puissance de la population. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, une fois de plus, mes collègues l'avaient intercepté et neutralisé en utilisant son arme de service? Et là, j'ai pris des volets de bois vert quand j'ai fait un tweet là-dessus, en disant que j'étais un bon facho. Mais franchement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser faire. Donc il faut que les collègues n'interviennent pas et qu'on laisse partir un individu comme ça. Et je dis un individu, malgré que ce soit un gamin de 14 ans, un individu comme ça qui va aller tuer. Et quand on lui dit oui, mais il ne faut pas que les policiers utilisent leurs armes de service, il y a près de 5 millions d'interventions de police en France. Il y a eu en 2023 43 usages d'armes sur des refus d'obtempérer. Donc quand on me refait, ça a été le projet de loi de M. Vico, j'ai échangé avec lui là-dessus, sur le fait qu'il fallait revoir la loi de 2017 qui assouplissait l'utilisation de l'arme. S'il y avait cet assouplissement, ce soi-disant permis de tuer, c'est pas 43 utilisations d'armes de service qu'on aurait, ce sont des centaines et des centaines face à tout ce qu'on vit au quotidien. Et moi, je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec l'affaire Nahel. Donc moi, je ne vais pas préjuger de la conclusion de cette affaire, mais rappelons quand même qu'avant qu'il y ait ce drame où ce jeune a été tué, il a quand même failli tuer un piéton et un cycliste. Donc il y a une mise en danger d'autrui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il peut y avoir des dispositifs alternatifs pour intercepter quelqu'un qui refuse d'obtempérer, mais quand on n'a pas d'autres moyens, eh bien mes collègues doivent utiliser leur arme de service dans le cadre de la légitime défense. Pour eux, à minima, mais surtout pour autrui. Certains politiques qui sont du détracteur feraient bien de prendre en compte ce que dit Maurice Berger. Ceux qui vilipendent sans arrêt l'action de la police. Mais qui viennent faire des patrouilles de nuit avec vous. Alors ça, je le dis, Laurence. Mais qu'ils aillent faire vie-ma-vie de policiers. Alors ça, je souscris, c'est ce que je dis depuis des années, que ces politiques-là qui nous stigmatisent à longueur de journée, en disant que la police tue, les violences policières, qui viennent un peu avec nous sur le terrain, voir ce que c'est que le travail de policier au quotidien, ce que l'on subit. Rappelez-nous leur nom. Catherine, oui, on sait tous de qui on parle. Catherine, Denis Jacob. Oui, je confirme ce que dit Karim. Malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la violence, elle est partout, dans les petites communes, en l'occurrence, à Saumur, ça pourrait, je le mets au conditionnel, parce qu'on n'a pas encore la finalité de l'enquête, mais ça pourrait aussi être lié au trafic de stupéfiants, donc ce qui témoigne qu'on a une espèce de maillage territorial avec une déconcentration des grandes métropoles vers les petites villes de tout le trafic de drogue. Et puis, il y a ce sentiment d'impunité, c'est même plus qu'un sentiment au niveau de... Je ne veux pas faire le débat de police contre justice, mais je suis désolé, plus rien n'arrête personne. Quand on voit l'affaire d'Orange, où cette femme qui prend un coup de klaxon... Prend un coup de couteau à la tête. Prend un coup de couteau et que l'agresseur, dans la voiture. Une femme également, se prend 12 mois de prison, 8 avec sursis et 4 sous bracelet électronique. Mais franchement, quel message pour une agression aussi violente.
Il y a même pas. Alors, les prisons, on va faire le refrain. On y va. Les prisons sont pleines, il n'y a plus de place. Oui, mais à un moment donné, l'argument des prisons pleines ne doivent pas laisser une certaine latitude souple dans les condamnations. En parlant de prison, on a appris qu'il y avait de nouvelles images de Mohamed Amra qui circulent. Hein. On le voit à l'époque dans sa cellule de la prison de la Santé. On va peut-être revoir juste son visage. Fumer la chicha. Il se filme, hein, parce qu'on sait qu'il avait 9 téléphones portables. Il fume la chicha comme s'il était dans un bar. Je vous rappelle aussi qu'il voyait sa petite amie au parloir, qu'il gérait son business depuis la prison grâce à son téléphone. Donc, il se filmait, il envoyait des vidéos, il fumait la chicha. Enfin, on a l'impression que c'était le Club Med, ce qui n'est pas le cas. La prison de santé, c'est pas le Club Med, mais enfin, visiblement pour certaines personnes, ça l'est. On va juste écouter Éric Dupond-Moretti, qui a été interpellé hier à l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons, notamment le fait que Mohamed Amra avait pu téléphoner depuis sa prison. Écoutez ce qu'il a dit, c'est vraiment emmêler les pinceaux. Nous avons fait l'économie d'un certain nombre de transfèrements, bien sûr, et puis politique de transfèrement permettant de prendre le haut du spectre, les détenus du haut du spectre, pour aller là où il y a des brouilleurs. À ce titre, je voudrais vous rappeler qu'en 2017, il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le garde des Sceaux. Arrive. Vous n'avez plus de temps de parole, Monsieur le garde des Sceaux. Ce que je veux dire surtout, c'est que le lapsus d'Éric Dupond-Moretti a fait beaucoup rire dans la police, hein, forcément. Oui, alors là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Comme vous, 0 x 2, ça fera toujours 0, mais voilà. Ça a fait beaucoup rire et ça diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Par contre, l'aspect sérieux des choses, c'est que moi, je ne jetterai pas la pierre à mes collègues de la pénitentiaire parce que leurs conditions de travail sont hyper compliquées, difficiles et qui manquent énormément de moyens, justement pour éviter qu'on se retrouve avec un individu comme celui-là qui puisse gérer son petit business avec son téléphone depuis sa cellule. Et on parle d'Amra. Et tout le reste. Ça, oui, on parle de Mohamed Amra, effectivement, pour le citer nommément, et qu'il est temps de mettre vraiment les moyens pour nos collègues de la pénitentiaire pour que le travail soit fait correctement. J'aimerais qu'on évoque ce qui s'est passé en Haute-Savoie. On l'a évoqué dans le rappel des titres. Un mineur non accompagné, donc un mineur étranger, était dans un centre d'éducation à Tours, en Haute-Savoie. Il a poignardé un de ses éducateurs, il a mis le feu au bâtiment. Les gendarmes ont dû intervenir. Il a été neutralisé, comme on dit. La personne qui l'a blessé et lui sont à l'hôpital dans un état grave. On va écouter le témoignage recueilli par Olivier Madinier, du boulanger du village, qui rappelle qu'avant de s'en prendre à son éducateur, ce jeune est venu menacer ses clients. Écoutez-le. J'ai vu le jeune qui était un peu avec un bâton au début, qui était un peu menaçant vis-à-vis des clients, vis-à-vis des voitures. Donc j'ai appelé le directeur du nid, de là où il était logé, et il m'a dit d'appeler les gendarmes. Et donc ce que j'ai fait, les gendarmes sont intervenus, ont venu, et entre le moment où les gendarmes sont intervenus, juste après, il a commencé à être menaçant avec son éducateur. Il a eu des... Il l'a planté clairement, et puis après il a mis le feu au bâtiment, et puis voilà le résultat, alors que c'est des jeunes avec qui j'ai jamais eu de soucis en 7 ans que je suis installé. Donc c'est dommage, c'est un malheureux accident. Denis Jacob ? Oui, et la fermeté de la sanction pénale, elle est au cœur de tout. Je le disais tout à l'heure déjà, l'affaire d'Orange, c'est cette femme qui, pour un coup de klaxon, s'est fait agresser par une autre femme à coup de couteau. La condamnation, c'est 12 mois de prison, 8 avec sursis, 4 sous bracelet électronique. Donc quel message on envoie quand quelqu'un passe à un acte de tentative d'homicide volontaire, de se retrouver avec si peu de condamnation. Et on va nous suriner que les prisons sont pleines, qu'il n'y a plus de place et qu'il faut faire des peines alternatives. On ne s'en sortira jamais. Et sur cette affaire... Parce que là, on est dans un mineur étranger, dans un centre d'éducation, dans une petite ville à Tours, dans un cadre idyllique. Hein. Mais rappelez quand même, et c'est très important par rapport aux propos que j'ai eus par rapport à ce jeune à Clamart, c'est qu'avant que les gendarmes n'utilisent leur arme de service, ils ont essayé de le neutraliser avec le taser. Oui. Donc on n'est pas dans une démarche volontaire de tuer les gens. Et j'insiste bien, parce qu'à chaque fois, on nous fait passer pour des assassins, et donc c'est bien aussi de le rappeler.